à Nouakchott, où vient juste de se terminer la 48e édition des Assemblées générales de la FANAF. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Abdou Cissé, CEO de Cisco Consulting. Abdou Cissé, bonjour. Bonjour Monsieur Wade et merci pour cette invitation. Voilà, nous sommes à Nouakchott, vous êtes actière, banquier d'affaires, donc quel sentiment, quelle conclusion retenir de cette 48e édition de la FANAF ici à Nouakchott? Alors, merci d'abord à Financial Afrique pour la diffusion d'informations et l'éducation financière que vous portez sur toute l'Afrique. Alors donc aujourd'hui on s'est retrouvé à Nouakchott, l'ensemble des assureurs étaient là et nous nous rendons compte de l'intrication du métier d'assurance dans la vie économique de tous les jours. Les 3 journées qui ont été utilisées comme des panels ont, ont été d'une richesse et nous ont encore prouvé que l'assurance a une place prépondérante dans la vie économique, dans la vie financière. Et je pense que l'État de Mauritanie s'en est rendu compte et tous les assureurs qui étaient là aussi s'en sont rendus compte. Alors, l'assurance a une place importante dans la vie économique. Quand vous parlez d'assurance dans un pays comme la Mauritanie et aussi dans la plupart des pays africains, est-ce que vous parlez de couverture, par exemple, des risques du secteur minier, pétrolier et des risques aussi individuels? Donc, de quel type d'assurance parle-t-on? Est-ce que c'est la partie obligatoire ou non? Donc, expliquez-nous, Abdou Cissé. Alors, quand vous voyez la sous-région, donc toute l'Afrique subsaharienne, nous sommes équipés en assurance, mais nous n'avons pas une couverture complète. Ce n'est que ces derniers temps, avec la découverte du pétrole et du gaz, qu'on a vu l'assurance qui touche les mines, qui commence à se développer. Mais ce qu'il faut remarquer en gros, c'est que les États africains commencent à prendre conscience que pour accompagner un développement économique, il est impératif d'avoir des couvertures. Je prends un exemple très simple. Nous ne faisons pas très attention sur le développement des marchés occidentaux. Mais qu'est-ce qui a fait leur développement? C'est parce que la couverture assurance, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de couvertures que nous voyons que dans le marché financier, mais qui sont carrément des couvertures d'assurance. Et nous n'en tenons pas compte. Nous considérons que c'est des couvertures financières. Alors que dans la réalité technique, actuarielle, ce sont des couvertures qui sont des couvertures d'assurance. Donc nous, on commence à prendre conscience de cela et on commence à pousser un peu les compagnies d'assurance à essayer d'innover pour avoir une couverture complète de l'économie. Donc en termes de risque, on balaye partout. Seulement la partie qui est la plus importante et qui peut booster le chiffre d'affaires très loin, cette partie qui touche les mines, cette partie-là, elle a commencé ces 5 dernières années à se développer. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé à la FANAF et à la CIMA de mettre une tarification spécifique, de ne pas rester dans la lecture de la tarification internationale. Voilà. D'accord. Donc, justement, juste pour finir sur cette mine, parce que le thème ici à Nouakchott, c'était le rôle de l'assurance dans le développement économique et social. Et puisque nous sommes des pays exportateurs de mines et de produits pétroliers, comment ça se passe? Puisqu'au Sénégal, on a vu, par exemple, l'exemple d'ampoules d'ampoules pétroliers dans le domaine des assurances et qui a capté quand même de la prime. Ici en Mauritanie, ils n'ont pas encore constitué de pools. Est-ce qu'un peu partout en Afrique, on devrait aller vers de grands pools pour couvrir ce secteur? Mais vous avez parfaitement raison et je vois que vous maîtrisez le côté assurance même beaucoup plus que d'autres Africains. En fait, dans le cadre du Sénégal, c'est le marché sénégalais qui s'est rendu compte que très souvent, en termes de couverture, les compagnies n'ont pas beaucoup de capacité. N'ayant pas beaucoup de capacité, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans la réassurance. Mais quand la réassurance prend de l'ampleur, on est obligé de donner les primes à des réassureurs étrangers. Pour éviter ça, et éviter aussi de disperser les compagnies d'assurance, on a créé ce pool. Et ce pool capte beaucoup de primes. Et en termes de réassurance, il y a une partie très importante qu'on impose aux compagnies d'assurance de réassurer dans la zone locale avant d'aller chercher les réassureurs étrangers. Quand vous prenez un pays comme la Mauritanie, je pense que la rencontre que la FANAF a eue avec le ministère des Finances hier
Juste avant de partir, le vice-président de la FANAF nous avait demandé exactement quels sont les points qu'il faudrait aborder. Donc, en tant qu'expert de la FANAF, je leur ai dit, n'oubliez pas ce passage à ce pool. Pousser les Ivoiriens, les Mauritaniens à avoir ce pool. Parce que ça donne beaucoup plus de puissance, ça donne beaucoup plus de capacité d'absorption. Or, l'assurance, ce n'est que de l'absorption. Effectivement. Alors, l'assurance, ce n'est que de l'absorption. Vous êtes aussi un militant, j'imagine, de la mise en place ou de l'élargissement du champ des assurances obligatoires. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors, le cabinet Cisco Consulting Solviseo que je dirige, cabinet d'actuariat, de finance et banque d'affaires, a eu l'honneur d'avoir été choisi par la FANAF pour mener une étude d'impact, pour montrer quel sera l'impact de la mise en place de nouvelles assurances obligatoires dans le développement économique des pays africains. Et donc, la FANAF avait pris 3 cibles, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons été faire ce projet, qui nous a pris 1 an et demi. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au fin fond de chaque recoin pour chercher des données. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut chercher, lorsqu'on veut mettre en place une étude d'impact, on est obligé de tarifer. Parce que c'est le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance qui détermine carrément l'impact. Et pour tarifer, en actuariat, il faut avoir des statistiques. En Afrique, on a beaucoup de problèmes de banque de données en statistiques. Et en plus de ça, l'assurance a été pratiquée en Afrique depuis 50 ans sans actuariat. Qu'est-ce que j'appelle sans actuariat? C'est-à-dire qu'en fait, les tarifs n'ont pas de cohérence avec la réalité de ce que vivent les peuples. Et donc, du coup, nous avons réfléchi, en manquant de données, nous avons réfléchi à ramener cette étude d'impact au produit intérieur brut. Donc, on a fait une tarification qu'on appelle macroéconomique. Donc, on est sorti de l'actuariat classique et on a presque créé de l'actuariat, un modèle actuariel spécifique à l'Afrique. Et ça nous a tellement réussi parce que sur les 3 pays, on a eu une convergence parfaite. Et la FANAF nous a demandé, d'ici peu de temps, d'élargir l'étude dans les petits pays comme le Gabon, le Bénin, le Togo, ce qui fait qu'on va avoir une large couverture. Et ces assurances obligatoires, pourquoi cette tarification macroéconomique est d'une importance capitale? Parce que ça va tenir compte du fait que la prime d'assurance va dépendre du pouvoir d'achat des individus. Voilà. Ça c'est important. Je pense que ça va permettre un petit peu d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance en Afrique. Il y a un autre volet aussi qui est important, c'est le placement des compagnies d'assurance. Dans des pays où il n'y a pas de marché financier développé, comme la Mauritanie, on n'a pas de bourse encore. Alors, comment faire en sorte pour que la mutualisation puisse vraiment aller à l'échelle peut-être de l'Union africaine et de la ZLECA? Alors, c'est une question très importante parce que je pense qu'au cours des panels, le PDG de Sounou, Mohamed Ba, mon frère, a fait une présentation pour expliquer les problèmes que les compagnies d'assurance avaient en termes de participation à des placements sur le marché. Mais il a aussi relevé, sans pour autant le dire, le problème de liquidité qu'on a eu sur le marché sur les 7 derniers mois. Comment la Banque centrale était dans une forme de cycle avec ses banques commerciales. C'est-à-dire que l'argent tourne entre la Banque centrale et les banques commerciales, mais n'irrigue pas l'économie. Et le meilleur moyen d'irriguer l'économie, c'est de passer par les assurances. Et ça, nous avons demandé à ce que la FANAF crée de nouveaux produits d'assurance obligatoire, qui sont le temporaire défaut, le contrat temporaire défaut, et le produit qu'on appelle le produit plan épargne populaire. Et ces produits vont permettre de pousser carrément les assureurs à s'investir beaucoup plus sur les marchés financiers. Maintenant, le fait qu'on n'a pas de marché très développé, ça peut s'absorber comment? C'est que, je vais prendre l'exemple d'un pays comme la France. On peut se plaindre souvent de la France, mais quand la France fait des choses qui sont très bien, je pense qu'il est bien de les relever. Dans les années 80, l'État avait remarqué que les individus et les entreprises n'étaient pas très très chauds pour aller en bourse. L'État a créé des plans épargne populaire, tant en assurance qu'en finance. Qu'est-ce que c'est qu'un plan épargne populaire? C'est-à-dire que vous cotisez 100, sur les 100, on vous garantit les 80, les 20, on les prend, on les met dans un fonds commun de placement, ou dans une SICAV, ou dans une OPCVM, n'importe lequel, et ces 20-là vont permettre de développer des petites et moyennes entreprises. Donc, on l'investit en bourse.
Mais on dit à l'épargnant qui a donné ses 100, si tu restes dans le plan qui est de 8 ans et que tu ne touches pas à ton argent, même si les 20 qui sont en bourse se cassent la figure, c'est-à-dire que si ça devient zéro, parce que si vous mettez de l'argent en bourse, ça peut devenir zéro. Si ça devient zéro, les 100 que vous aviez donnés, on vous les garantit. Pourquoi? Parce que les 80 capitalisés en 8 ans dépassent 100. Tu vois, dépassent 100. Et donc, on a lancé des plans épargne populaire. Ça a eu tellement de succès en France. Tout le monde est rentré dans la bourse. Au final, la France a été obligée d'arrêter, de fermer les comptes. Elle ne pouvait plus rémunérer les gens. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il nous faut. C'est vraiment des plans épargne populaire. Parce qu'on a de l'épargne dans la sous-région, mais on ne l'a pas canalisée. Dormante. Et la meilleure façon de la faire sortir, c'est de créer l'assurance. C'est exactement ça. Donc là, vous parlez de l'assurance et de son rôle éminemment important de collecteur d'épargne. Justement, avant d'aller vers le mot de la fin, je reste sur, par exemple, l'assurance vie. Comment l'assurance vie évolue-t-elle avec un contexte de très haute inflation depuis 2 ans? Alors, très bonne question, hein, parce que l'assurance vie, c'est la partie de l'assurance qui doit évoluer même beaucoup plus vite que l'assurance de dommages. Alors, le gros problème qu'on a sur le marché, c'est que nous avons des compagnies qui sont un peu martyrisées par la collecte de primes. Or, cette collecte passe à 46% par des courtiers, et les courtiers doivent prendre conscience comme quoi la façon dont on fait le courtage en assurance CRD ne doit pas être la même qu'en assurance vie. Pourquoi? Parce qu'en assurance vie, quand un client vous donne 100, vous êtes obligé de prendre les 80 ou les 85 pour les mettre en provision. Parce que c'est des provisions mathématiques. Donc, vous avez une marge de 15 qui est même trop, hein, parce qu'en France, la marge est de 2 et de 3. Donc, la partie qu'on consomme sur les primes payées par les clients est une partie très importante. Et ce qui crée même une érosion de la rentabilité. Donc, ce que je propose, moi, c'est qu'on fasse avec les courtiers des conventions de commissionnement. Quand une prime de 100 arrive, les 4 ou les 5 sont pris par l'assureur. L'assureur le partage, par exemple, avec le courtier. Mais à la fin de chaque année, quand on vient sur la participation au bénéfice, la partie qui revient à l'assuré, on en donne sa partie au courtier, selon une convention de commissionnement. Donc, les courtiers sont obligés de laisser les contrats dans les entreprises, ne pas les déplacer pour se faire de l'argent, et donc le marché sera beaucoup plus fluide. Mais le marché de l'assurance vie ne peut être développé qu'avec des assurances obligatoires. C'est-à-dire que quand tu as un plan épargne populaire qui est obligatoire, mais l'assurance vie s'en va, c'est sûr. Parce que là, on se fait des soucis sur les compagnies d'assurance vie, surtout sur la partie des contrats qui sont arrivés à échéance. Alors pourquoi sur la partie des contrats arrivés à échéance? Parce qu'on a un grand gap entre la maturité des contrats et la maturité des placements effectués par les compagnies d'assurance. Les vrais placements ont commencé dans cette zone-là sur les 10 dernières années. Or, les contrats qui arrivent à échéance, c'est des contrats qui ont été souscrits il y a 20 ans. Or, il y a 20 ans, sur les 10 premières années qui ont commencé, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez des compagnies d'assurance qui, en termes de placement, étaient réservées à l'immobilier. N'avaient pas d'asset manager. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça a posé beaucoup de problèmes. Donc, ces contrats-là qui ont aujourd'hui 20 ans arrivent à échéance, et le manque de pratique de la gestion actif-passif qui te permet de regarder le gap entre la duration du passif et la duration de l'actif, ce manque-là se voit. Voilà pourquoi maintenant, il faut se préparer pour les contrats qui vont aller à échéance dans 5 ans, dans 10 ans. Et éviter d'avoir ça. Voilà pourquoi la plupart des compagnies d'assurance aujourd'hui ont des asset managers, et que vous avez vu dans cette FANAF, vous avez beaucoup de FGI venir, etc. On ne peut pas séparer l'assurance et la finance. Sounou a acheté la B6, ce n'est pas seulement pour faire de la banque. Sounou a acheté la B6, la raison est simple, c'est que Sounou veut utiliser le réseau de la B6 pour distribuer ses produits d'assurance sans aller chercher d'autres clients. Voilà. Donc on ne peut plus séparer les deux. Donc en conclusion, cher Abdou Cissé, CEO de Cisco Consulting, donc est-ce qu'on peut dire que sur la partie protection sociale, on est en train de progresser à la sortie de ces éditions de Nouakchott? Alors, excellente question. Et très souvent, les assureurs ont l'habitude de dissocier la protection sociale avec leur métier.
ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand vous prenez n'importe quel pays de l'Afrique subsaharienne, le problème majeur se trouve être un problème de protection sociale. Or, on ne peut pas réaliser un projet de protection sociale sans y associer les assureurs. Mais les assureurs, c'est eux-mêmes qui doivent comprendre qu'ils ont une place là-dedans. Maintenant, je conçois, moi, qu'on a un peu de retard dans ce développement de la protection sociale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bâti un projet d'État. Pourquoi? Parce qu'un État, son premier devoir, c'est quoi? C'est de protéger le peuple. C'est un assureur, l'État. C'est un assureur, sans le savoir. Donc, protéger le peuple, donc l'État s'engage et ces engagements se trouvent dans la Constitution. Et pour faire le link un peu avec l'actualité politique de notre pays, ça fait 25 ans, chaque fois qu'on touche la Constitution sénégalaise, c'est pour regarder si un président peut faire quelque chose, ne peut pas le faire, est-ce que les élections sont possibles. Alors que dans la Constitution, quand on prend les articles 8, 9, 17, 21, 22, 23 et 28, je pense, vous avez l'ensemble des engagements sociaux de l'État. Et c'est en réalisant les engagements sociaux de l'État qu'on règle la protection sociale. Donc c'est l'État qui doit porter le projet, amener les assureurs autour, amener le corps des médecins, amener le ministère de la Santé, tout le monde se regroupe, on signe un contrat social. Donc les assureurs sont des délégataires de services publics. De services publics, il faut qu'ils le sachent, parce que l'assurance a deux compartiments. Il y a l'assurance publique et l'assurance privée. D'accord? Et l'assurance publique, on l'appelle l'assurance sociale, et donc d'où protection sociale. Donc les assureurs ont une part là-dedans. Les assureurs ont une part dans la protection sociale qui est l'un des immenses défis de l'Afrique de ce 21e siècle. Mesdames et messieurs, nous sommes à Nouakchott où vient à peine de se refermer la 48e édition des Assemblées Générales de la FANAF. Avec moi, donc, j'avais comme invité un grand expert de la finance, de l'actiariat et de la banque d'affaires, Abdou Cissé, qui est le CEO de Cisco Consulting. Donc, Abdou Cissé, merci d'être venu à Nouakchott et on vous dit à bientôt. En tout cas, merci encore, merci pour le public et merci aussi pour Financial Afrique pour toutes les diffusions et surtout les vitrines que vous ouvrez chaque fois à Cisco Consulting quand on fait des articles. Donc, nous vous souhaitons vraiment une forte continuation et vraiment un fort développement au niveau de toute l'Afrique. Merci.